Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous en cette jolie journée ensoleillée parisienne. Une journée pour laquelle on a envie de regarder un petit peu vers le haut, plus vers le bas aussi dans nos bâtiments. Cette journée particulière, on se retrouve un an plus tard, quasiment jour pour la journée nationale de la qualité de l'air. Alors cette journée nationale de la qualité de l'air a une résonance cette année particulière, en ce qui concerne notamment l'actualité. Vous vous doutez bien par rapport à l'épisode Covid, et c'était pas forcément un épisode, puisqu'on s'aperçoit que l'histoire ne s'est pas arrêtée, et il faut rester bien évidemment bien prudent par rapport à cela. Alors aujourd'hui, pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Luc Fugit, député. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Depuis un an, comment ça va ? Très bien. Ça va très bien, il y a plein de sujets. Ah oulala, oui. Voilà, on n'a pas fini d'évoquer cela. Également Fabien Schinazzi. Bonjour Fabien. Oui, bonjour. Je vous laisserai vous représenter chacun au moment de la prise de parole. On a Claire-Sophie Quedevez. Bonjour. De Medieco, bienvenue parmi nous. L'année dernière, vous n'étiez pas là. Non, petite nouvelle. Petite nouvelle. On a également Jean-Félix Bernard. Bonjour Jean-Félix. Comment ça va ? Oh, ça va. Moi, ça va bien. Ça va. Ah, on va parler des mesures. La qualité de l'air, c'est un peu plus compliqué, mais bon. C'est un peu plus compliqué. Je pense qu'on va rentrer dans le détail en suivant, et on va avoir beaucoup de choses aussi à raconter. Et puis, Pascal Housset. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. La fédération se porte bien ? Oui, elle est très active actuellement. Oui. Elle a eu beaucoup de sujets, je sais. On a vu un nombre, pas incalculable, mais on a vu un nombre très nombreux de mesures à prendre sur les chantiers, à faire attention. Et revenu au titre du guide de l'eau PBPTP. Donc, il y a aussi pas mal d'éléments à dire pour cela. Donc cette qualité de l'air, évidemment, on va y faire un petit peu attention. Pour ceux qui le savaient, peut-être ou pas, il faut savoir que moi j'ai été atteint par le Covid, donc on a de quoi un petit peu parler là-dessus. Et si vous trouvez que j'ai du mal à prendre ma respiration, c'est un petit peu les effets d'après, où j'ai perdu un petit peu en capacité respiratoire. Mais on est là pour avancer, on n'est pas là pour faire du fatalisme. Au contraire, il y a des choses à faire, des belles choses à les prendre en compte et à positiver, parce que ça nous fait évidemment avancer, d'avoir le sourire et d'avoir ici à la distanciation toutes ces personnes autour de la table qui vont nous permettre d'en savoir évidemment beaucoup plus et comment bien faire, et on ne se relâche pas. Alors Jean-Luc, que pouvez-vous nous dire un petit peu de cette année passée ? Qui êtes-vous en quelques mots, évidemment, et puis quelle actualité ? Je vais m'exprimer à la fois en tant que président du Conseil national de l'air, donc j'ai cet honneur d'être le président bénévole du Conseil national de l'air et d'être député. Donc en tant que député, je vais évidemment parler aussi des avancées législatives, puisque depuis un an, en tant que rapporteur de la loi mobilité, je rappelle qu'il y a un an, on était en train de finir son adoption. Maintenant, elle est promulguée, et maintenant, on est en train de suivre, moi je le suis en tant que député, les décrets qui doivent sortir, et notamment la mise en application de cette loi, donc qui va être une loi majeure. C'est une loi qui va engager d'ailleurs la France sur l'air extérieur dans la mise en place des zones à faible émission mobilité. Donc c'est un sujet extrêmement important. Depuis un an, on pourrait y revenir, on a aussi dans cette loi mobilité mis beaucoup d'avancées, de dispositifs pour pouvoir développer les mobilités plus actives, notamment le vélo. Alors après, il est arrivé la crise du Covid, qui a en plus renforcé l'exigence sociétale donc vis-à-vis du vélo. Et je suis d'ailleurs... C'était la première fois que dans une loi on allait aussi loin sur le vélo, ça c'est clair, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la fédération des usagers de la bicyclette qui a dit qu'on n'avait jamais autant fait dans une loi que dans cette loi-là pour le vélo. Ce sont ses propos, pas les miens. Je remarque aussi, pour avoir été il n'y a pas très longtemps sur Bordeaux et de devoir acquérir un vélo nouveau pour mon fils, de ne pas trouver de vélo. Oui, facilement. alors en effet, quelque part, donc ça veut dire qu'il y a un bon élan peut-être finalement. une bonne nouvelle. Après, il va falloir maintenant travailler sur les infrastructures, bien entendu, parce que c'est ça le gros souci, en avoir plus, qu'elles soient sécurisées. Mais tout ça, c'est des bonnes nouvelles aussi pour notre qualité de l'air et nos mobilités partagées, donc ça, c'est bien. Petit passage aussi sur la loi économie circulaire qui a été adoptée, que nous avons adoptée en janvier dernier, et dans laquelle, par exemple, j'ai souhaité, et ça a été voté, donc renforcer quelque chose qui peut paraître bête, mais le brûlage des déchets verts à l'air libre, etc. Donc pour la qualité de l'air, c'est intéressant. Avant, il y avait des décisions qui relevaient des préfets, maintenant c'est inscrit dans la loi, et on ne pourra plus louer ni utiliser notamment des incinérateurs de jardin, comme ça. Donc pour les déchets, tout ça, ça contribue. C'est la qualité de l'air, on en est tous à la fois victimes et responsables.
On va rappeler que quand on fait un brûlage, c'est quand même une dose importante de particules qui sont émises au titre des fumées. Oui, 50 kg de déchets verts brûlés au fond d'un jardin, c'est l'équivalent aujourd'hui de 1300 à 1500 km avec un vieux diesel ou de 15 000 km environ avec un diesel récent. Donc, ce qui d'ailleurs montre bien que le diesel pollue toujours. Mais après, il faut être dans le relatif par rapport à ces chiffres-là. Donc, il y a des avancées. Il y a aussi la prise en compte de la qualité de l'air intérieur qu'on a discuté au Conseil national de la transition écologique. Moi, j'en suis membre. J'ai réussi à faire inscrire des avancées sur ce sujet, c'est-à-dire qu'on tienne compte de la qualité de l'air intérieur. C'est un combat de longue haleine. Je pense que le gros sujet, ça va être un sujet majeur dans les années qui viennent. Est-ce que vous sentez... l'air intérieur. Et je sens que l'exigence sociétale est là aussi, bien entendu. Est-ce que vous sentez par rapport à cela une écoute plus importante de l'intégralité des acteurs et aussi, je dirais, du monde législatif d'une part? Est-ce que tout ce que vous proposez, vous nous en parlez, est-ce que c'est bien accueilli? Est-ce que justement les votes qui sont associés se font, je dirais, d'une manière peut-être plus naturelle? Objectivement, ça progresse. J'en veux pour preuve que hier, j'ai interrogé en commission de développement durable la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, mon ancienne collègue députée, et sur un sujet sur lequel moi je me bats depuis le début de mon mandat, à savoir que quand aujourd'hui on parle de rénovation thermique des bâtiments, et il y a des dispositifs donc, fiscaux donc, pour aider. Maintenant, ça se transforme en prime, donc le fameux MaPrimeRénov'. Eh bien, elle a bien confirmé hier soir que dans le MaPrimeRénov', on allait prendre en compte les systèmes de ventilation, les travaux sur le système de ventilation. Parce qu'en effet, mieux isoler un bâtiment, c'est bien pour réduire les émissions de CO2. Donc pour réduire la facture CO2 environnementale, mais ça peut avoir comme effet aussi de confiner un peu plus l'air et donc ça peut avoir des effets négatifs sur la qualité de l'air intérieur. Et donc l'idée, c'est évidemment de faire en sorte de faire du en même temps, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire lutter contre les émissions de CO2, enfin en tout cas les réduire, mais aussi réduire les émissions de polluants et faire en sorte d'améliorer la qualité de l'air intérieur. Et non pas l'un ou l'autre. Et en fait, jusqu'à un certain moment, on avait des primes et des dispositifs et des déductions fiscales qui n'étaient que sur la partie rénovation. L'idée, c'est d'intégrer aussi la partie ventilation, parce que la qualité de l'air intérieur dépend aussi de ça. Alors, ça peut paraître des petites avancées, mais ce sont des avancées, à mon avis, qui sont importantes. Et en fait, c'est pas à pas qu'on construit, et il faut qu'on soit vigilant. Et je pense qu'il y a de plus en plus de parlementaires qui sont ouverts à ce sujet. Ceci dit, vous voyez, pour la petite histoire, ce matin, j'ai organisé pour la première fois un petit déjeuner de travail à l'Assemblée nationale, ouvert à tous les députés, quels que soient les groupes politiques. Mon idée, c'est de faire ça régulièrement sur les sujets d'air, avec des collègues qui connaissent pas énormément ces sujets. Il y avait des collègues de 4 groupes politiques différents, aussi bien des communistes que des gens de la majorité, etc. Et j'ai trouvé ça excellent. C'est les idées que nous allons... oui, tout à fait. Très bien. Les polluants, eux, ne connaissent pas les frontières. À nous, dans l'action publique, de ne pas se mettre de frontières politiques. La conscience environnementale n'appartient à aucun mouvement politique. En parlant de conscience environnementale, on parlait tout à l'heure en préambule, avant l'émission, on s'est aperçu, vous parliez de la prise en compte de la ventilation, on s'est aperçu quelque part aussi, il y a une pensée qui revient, qui s'appuie un petit peu. Évidemment, elle est encore, je dirais, balbutiante en France, mais la double flux, on l'a vu passer l'année dernière, elle a été reconnue, prise en compte par le CITE pour les aides à la rénovation. Et j'avoue aussi que moi, j'ai des sollicitations où j'entends parler, alors à double flux, on peut faire comment chez soi? On commence à y penser. Cette notion de dire, il y a des filtres sur la double flux, va peut-être nous aider pour quelques petites contraintes que l'on retrouve, qu'elles soient biologiques et qu'elles soient aussi particulières. Et ça, on va les retrouver de manière forte. Alors, en parlant du particulier, pourquoi vous me regardez comme ça, Jean-Félix? Vous n'êtes pas particulier, vous n'êtes pas particulière. Par contre, vous êtes l'homme des particules, si on peut dire ça. Parce que également au niveau de la mesure, par le biais des mesures que fait Air Paris, tous les matins, on le rappelle, il y a ce ballon Generali qui monte au-dessus de la capitale pour avoir tous ces niveaux, puis partout en France, des stations relais Atmo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela, Jean-Félix? Et puis également, on ne va pas occulter, il y a eu le Covid, il y a eu cette activité humaine qui, de manière forcée, finalement, on a été contraint de rester chez soi et de limiter nos déplacements et nos activités en général. Et qu'est-ce que cela a pu avoir comme conséquences positives, peut-être moins positives pour certaines, mais qu'avez-vous pu remarquer sur tout cela? Je pense que si il y a pu y avoir un effet positif du confinement, c'est l'amélioration de la qualité de l'air.
ça a été très net. Les associations de surveillance de la qualité de l'air, et je tiens à souligner le travail de tous les salariés pendant le confinement qui était très compliqué, mais nous a semblé, au niveau de la Fédération Atmo, d'Air Paris, en Ile-de-France, qu'on était un service public et qu'il était très important qu'on donne pendant cette période-là des indications sur les variations de la qualité de l'air et surtout qu'on mesure sur un événement totalement exceptionnel, puisque jamais vu ni en France ni ailleurs, qui nous a permis effectivement de constater une baisse très importante des polluants, de 20 à 30% selon les polluants, 50% à proximité des voies à grande circulation, jusqu'à 50%, montrant effectivement, d'abord, ce qu'on savait déjà, quels étaient les facteurs de pollution, et donc le trafic et les transports en sont une des causes très importantes, pas la seule. Le confinement a aussi fait émerger des polluants secondaires qu'on voyait moins avant, notamment des polluants d'origine agricole. De quel type, par exemple, précisément ? Soit au niveau particulier, parce que c'était aussi pendant la période d'épandage des engrais. Et on sait qu'il y a des réactions suite aux épandages. Je vous passe les détails, c'est très, très compliqué sur le plan chimique. Mais bon, c'est à base d'engrais azotés qui se transforment aussi en particules par la suite et qu'on peut respirer dans les villes. Et donc qui augmente la pollution particulière sur l'ensemble du territoire selon les vents. Ça, c'est apparu assez nettement. Il y a aussi des pesticides, ça arrive. Mais le plus important, c'était visiblement lié aux épandages d'engrais mal faits, puisque une partie se retrouvait, des molécules se retrouvaient dans l'air et se combinaient avec les oxydes d'azote émis par d'autres sources. Le chauffage au bois, puisqu'on était encore dans une période de chauffage qui a aussi été mis en valeur. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, et ce que la population a retenu, pas seulement en France, dans tous les pays du monde, et notamment les villes très polluées en Asie, c'est que tout d'un coup, on a revu... On sait, si je peux faire un petit rappel, que sur les 22 villes les plus polluées dans le monde, il y en a quand même 18 qui sont en Asie. Oui, absolument. Absolument. On n'est pas, on n'est pas du tout dans les villes les plus polluées qui se trouvent actuellement dans les pays émergents. Heureusement. Mais bon, pour autant, on n'est pas dans une situation qui est totalement assainie en France. Et d'ailleurs, on est sous contentieux européen, sous contentieux français. On en reparlera peut-être. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir sur ce que les associations de surveillance ont pu voir sur la France entière pendant le confinement, c'est d'abord une baisse très nette, et on s'en doute, de tout ce qui était lié au transport, parce que les transports ont diminué très fortement. Et on montrait deux choses. D'une part, qu'il était possible d'avoir un air de qualité, et d'autre part, quelles étaient les sources sur lesquelles il fallait infléchir, parce que l'enjeu est d'arriver dans une situation économique normale à retrouver un air de qualité comme pendant le confinement. On ne va pas demander le confinement pour avoir un air de qualité. Quelque part, ça nous a donné des pistes et de se dire on a constaté donc on sait vers quoi on veut aller maintenant. Qui sont très claires. Jean-Luc Fugit l'a dit, c'est vrai que le travail sur les zones de faible émission mobilité vont dans ce sens-là, mais on voit clairement sur quelles sources il faut agir pour arriver à un air de bonne qualité sans qu'il y ait un confinement, bien entendu, avec. Et tout cela qui alimentera les réflexions que l'on voit fleurir un petit peu partout sur la conception complète de la ville elle-même. On commence à se dire, on parlait des îlots de chaleur l'année dernière, on se dit la chaleur est un élément aussi important d'émissions de polluants, mais on a aussi toutes ces cœurs de ville et ces mobilités qui sont complètement associées pour limiter cela. Voilà, et j'ajouterais pour terminer qu'il y a aussi une prise de conscience forte de la population qui l'a constaté de visu avec son nez. Sur l'air intérieur, il y a aussi des constats que peut-être que certains appartements n'étaient pas suffisamment bien aérés et posaient aussi quelques problèmes, on y reviendra peut-être. Mais la question qui nous est revenue souvent par des gens du public ou des associations, c'était de dire, mais bon, on a confiné tout le monde pour 35 000 décès. La pollution de l'air qui fait entre 40 et 60 000 décès annuels en France, selon les différentes sources, que fait-on ? Il faut confiner la pollution. faut la capter, la bloquer, la confiner. C'est l'inversion de la tendance, mais c'est pas une mauvaise idée, si tant est qu'elle soit faisable facilement. Et oui.
Et notamment, alors justement, on a vu aussi qu'il y avait dans la prise en compte de la mesure de la qualité de l'air, on parlait des particules, on prend en compte maintenant celles en 2,5 microns. Donc c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte, c'est pas nouveau, hein, puisque c'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous avez découvert à partir du moment où on a décidé qu'il fallait le faire. Donc qu'est-ce qu'ont révélé ces prises de mesures maintenant, et je dirais d'avoir établi un petit peu ces mesures maintenant peut-être plus régulières et plus vérifiées. Là aussi, rapidement, et Jean-Luc Fuzit complétera, puisque c'est le Conseil national de l'air qui a permis cette avancée sur l'indice Atmo, dont on est en plein dans l'actualité, puisque je crois qu'il y a une conférence de presse ce matin. Ce matin, voilà, il rentrera en œuvre au 1er janvier. De notre côté, les associations de surveillance de la qualité de l'air mesurent les particules fines, ultra fines, les PM2,5. Maintenant, on va bien en dessous des PM2,5. Les PM2,5, on les fait depuis 20 ans. Simplement, elle n'était pas intégrée dans l'indice de qualité de l'air. L'indice précédent, qui lui-même a aussi à peu près 20 ans, oui, c'est ça. 2000 ou 2001. 2001. N'intégrait pas ces particules. Or, on sait, tous les travaux médicaux ont montré qu'il y avait un impact sur beaucoup de choses, beaucoup de pathologies, du fait de ces particules plus fines que les PM10 qui existaient, qui étaient réglementées auparavant. Elles ont naturellement l'effet de pénétrer plus facilement dans notre corps. Voilà, elles sont beaucoup plus petites, donc elles vont plus loin. Et puis aussi par le contrôle de Fabien Schianagi. Et donc, voilà, au 1er janvier 2021, mais ça a été exposé ce matin par le ministère, et grâce aux travaux du Conseil national de l'air, on aura un indice qui permettra de donner plus d'informations au grand public sur la qualité de l'air, et qui intègre donc ces particules PM2,5. Pour autant, attention, ce n'est qu'un indice. Et de quelle manière donner de vulgarisation. Bien sûr, bien sûr. Et de quelle manière est déjà envisagé de donner ces informations ? Est-ce que ça peut être des applis, par exemple, puisqu'on est on est dans une société qui est devenue de plus en plus geek, hein, quand même. Donc ça peut être quelque chose, un support de cette manière, ou... Dites-nous. Sur le plan, pratique, sur le plan pratique, bon, ça sera naturellement affiché sur tous les sites internet des associations de surveillance, mais au-delà, on va faire comme pour l'indice actuel, sur lequel on a effectivement des applications pour smartphone qui permettent de donner un indice à 10 mètres près en région parisienne. Ça s'appelle Itinéraire, hein, publicité au passage. C'est très bien. C'est très bien. Et en temps réel, mais aussi on a des widgets qu'on propose gratuitement. Hein. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Comme quoi, l'information, l'accès est gratuit. Il y a des widgets, pas encore sur le nouvel indice, mais il y aura on le fera à partir de la mise en place de cet indice en 2020, au début de l'année prochaine. Des widgets qui sont fournis gratuitement à tous les supports de médias qui souhaitent les utiliser, que ce soit en télévisé ou que ce soit en journaux papier. Voilà, la météo, on aura la qualité de l'air. Oui, la diffusion, nous, c'est gratuit, je le redis, hein, y compris vos fédérations, les associations que vous connaissez peuvent s'adresser à nous, aux autres associations de surveillance de la qualité de l'air françaises, pour avoir tout à fait gratuitement les données en temps réel. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Mais je précise que c'est un indice de vulgarisation. Attention, ça ne veut pas dire automatiquement quelle pathologie vous allez avoir, quelles incidences sur la santé, etc. Et comment. Et ensuite, bon, la vie continue. C'est vrai que l'indice sera plus rouge et probablement plus souvent dans la zone médiocre ou mauvaise. Pour autant, ça permet de faire évoluer les politiques publiques aussi pour qu'on améliore la qualité de l'air. C'est aussi un indicateur de mesure de ces politiques publiques. Et c'est un indicateur. Bien sûr. Intéressant. Donc les politiques sont contrôlées, donc c'est bien aussi. Mine de rien. Si on trouve des éléments comme ça, c'est plutôt toute action publique nécessite pour moi un suivi, une évaluation. Donc je pense que c'est bien que cet indice, et si au Conseil national de l'air, on a beaucoup travaillé collectivement sur ce sujet et qu'on a eu la chance d'avoir la ministre qui nous suive sur ces aspects, à la fois la prédécesseuse de la ministre actuelle et la ministre actuelle. C'est aussi parce qu'on a su, je crois, unir les volontés et les forces avec l'idée que derrière, ça allait servir à mesurer ce que l'action publique mettait en œuvre. Donc je crois
qu'on soit ministre ou élu local, etc., on a tout intérêt à pouvoir rendre des comptes de manière la plus objective possible à nos concitoyens et non pas rester sur parfois des théories du complot. C'est ça. On est bien d'accord dans ce qui veut dire à un moment donné que la qualité de l'air, c'est pour tous, par tous et avec tous. Et oui, on est tous responsables et victimes à la fois. C'est ça, j'en sais quelque chose. Donc par rapport à évidemment ces mesures, à toutes ces règles qui sont en train d'évoluer, qui vont dans le bon sens, effectivement, on en a parlé tout à l'heure. Fabien, je me tourne vers vous par rapport à cet épisode pandémique, puisque c'est quand même quelque chose qui est extrêmement prégnant dans nos passés récents, qui est toujours d'actualité, qu'on va sûrement avoir encore plusieurs longs mois avec nous. Qu'est-ce qui, dans cette considération Covid, a été remarqué au niveau santé, et puis également dans les pratiques à l'intérieur des logements, puisqu'on en parlait tout à l'heure. On a dit qu'il faut mettre du gel, il faut nettoyer. Comme tout un chacun, une bonne action a amené quelquefois à des dérives. De quel ordre sont-elles ? On parle des produits d'entretien, par exemple, oui. À outrance. En fait, quand on s'est vu l'année dernière, on avait des questions sur la qualité de l'air. Ces questions sont toujours là, même si on évolue positivement. Mais un virus s'est invité dans le monde et chez nous depuis le début de cette année. Tout à l'heure, on parlait du confinement. C'était exceptionnel que des personnes soient confinées à la maison. Ça n'était jamais arrivé dans notre pays, et dans d'autres pays d'ailleurs aussi. Et donc, on a passé plus de temps à l'intérieur. Parce que souvent, on dit qu'on passe beaucoup de temps à l'intérieur. 90% du temps, dans on parle dans son logement. Dans des lieux clos, oui. Voilà, habituellement, dans le logement, c'est 50%. Là, on y a passé beaucoup de temps. On était carrément tous à la maison. Et la particularité également, c'est qu'il y avait des malades à la maison. C'est-à-dire qu'au début, on demandait aux personnes infectées, si elles n'avaient pas de signe de gravité, de rester à la maison, parce qu'on ne pouvait pas tout prendre, toutes les prendre à l'hôpital. Donc on avait des malades, et également donc on a utilisé des tas de produits également de désinfection. Vous parliez du gel hydroalcoolique, des produits de désinfection également vis-à-vis du virus. Et donc, probablement, on a modifié la qualité de l'air intérieur dans les logements sans qu'on ait vraiment d'études vraiment particulières sur le sujet. Alors moi, depuis le mois de mars, au Conseil de santé publique, je mets en place un certain nombre de recommandations. Alors, on est saisi par le ministère de la Santé pour avoir des recommandations, et les premiers avis ont été sur le logement. Dans la mesure où on avait des malades et il fallait améliorer la qualité de l'air parce qu'on avait des malades, on avait du virus des particules virales qui pouvaient se trouver dans l'air des maisons. Et donc le premier avis qu'on a donné, c'était sur la ventilation et l'aération des maisons, et également sur les produits de nettoyage, comment utiliser ces différents produits. Après le confinement, et on a eu une période un peu difficile, vous avez pu le constater, à la fin du confinement et à la veille du déconfinement, autour du 11 mai, de nombreuses entreprises, des bureaux, des écoles ont demandé une désinfection des locaux. Au Conseil, nous avions dit que ce virus avait dû sûrement mourir pendant tout le confinement et qu'il n'y avait aucun besoin de faire de la désinfection. Malheureusement, on a utilisé des produits de désinfection puissants, que ce soit de l'eau de Javel ou d'autres produits qui ont probablement créé des problèmes en termes de qualité d'air dans ces environnements intérieurs. Et donc ces recommandations qui ont été données ont permis finalement de déconfiner par paliers et de nous permettre un peu de mieux vivre. Et effectivement, nous vivons depuis le début de l'année, en tout cas depuis le mois de mars, avec ces mesures barrières qui quand même nous créent un mode dégradé de vie quotidienne. On ne vit pas normalement. Nous portons un masque depuis un certain temps, puisque dans les transports en commun, c'était une obligation, donc le port du masque. La distanciation, ça veut dire qu'on s'éloigne les uns des autres, on se parle à distance, et souvent même à grande distance, puisqu'on est en visioconférence. Et donc ça a modifié notre vie, ça a modifié notre mobilité. On a vu apparaître plus de vélos parce que le public a une crainte des transports en commun. Donc on a eu, en fait, après le confinement,
comme vous l'avez dit, une aggravation, enfin une remontée de la pollution, parce que tout le monde a repris sa voiture et l'activité économique a repris progressivement. Il y aurait peut-être des idées à progresser un petit peu aussi là-dessus. Moi, ce matin, comme Claire-Sophie, je suis venu en train, et le constat, en fin de compte, que j'ai pu en faire rapidement dans mon wagon, c'est qu'on a été disposé à l'intérieur du wagon de la même manière qu'avant. Non, par un remplissage, en fin de compte, je dirais, quantitatif des personnes dans le wagon, et non pas avec un respect de distanciation. On avait la moitié du wagon qui était vide, et l'autre moitié avec des personnes qui se retrouvaient l'un à côté de l'autre. Oui. Donc là aussi, voilà, c'est peut-être des choses qui permettront d'évoluer. Voilà, je pense que cet épisode qu'on a connu avant les vacances, puisque ça s'est un petit peu amélioré vers la fin juin, et là ça reprend de nouveau, hein, on voit le virus qui commence à circuler de nouveau, parce qu'on a pas mal de porteurs de virus. Moi je pense que par rapport au bâtiment, et on aura l'occasion d'y revenir, je crois que le sujet de la qualité de l'air est revenu en premier, parce qu'il y a toujours cette pollution qui n'a pas changé à l'intérieur, mais en plus, nous avons des aérosols de virus. Nous pouvons tous être porteurs asymptomatiques de virus, sans le savoir, et donc émettre des particules virales. On a montré qu'il y avait les gouttelettes de proximité, mais il y avait aussi l'aérosol qu'on trouvait dans l'air intérieur. Et notamment, c'est pour cette raison qu'on a demandé le port du masque dans les espaces clos, collectifs, publics et privés, pour limiter ce port du masque, limiter l'expression de particules virales et qu'on n'ait pas de contamination à distance dans un espace clos. Également, le port du masque à l'extérieur, quand il y a une forte densité humaine, pour éviter la transmission directe entre les personnes. Alors, je dois dire que, au bout du compte, je me pose beaucoup de questions sur toutes ces mesures de protection qu'on a proposées. Le but, évidemment, est de ralentir cette propagation du virus, mais c'est vrai que ça a modifié notre vie et que l'année dernière, quand j'étais là, je ne raisonnais pas tout à fait de la même façon qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent, on fait attention à ce que l'on fait, et ce que je peux regretter pour terminer, c'est l'inquiétude vis-à-vis de l'autre. Celui qui est en face de nous, c'est peut-être un porteur de virus, sans qu'il le sache lui, et sans que nous le sachions. Et donc, on doit prendre faire de la prévention. Le risque infectieux a toujours existé, mais je pense que ce virus nous a rappelé que le risque infectieux existe et on doit toujours faire de la prévention en permanence pour se protéger. Et je pense que nous aurons régulièrement ce type d'épidémie qui va revenir, et donc il faut maintenant prendre l'habitude de se protéger. On ne raisonne plus de la même manière qu'hier. C'est vrai. Et vous parlez d'habitude, et on voit qu'elle était quand même tenace. Comme je le disais au début de l'émission, moi j'ai eu cette affection, malheureusement. Et il est vrai que après un laps de temps assez long que je ressortais muni de mon masque et de la distanciation, les personnes que je côtoyais beaucoup n'avaient pas encore... On le ressent plus ici. Maintenant, à partir de ce mois de septembre, le retour des vacances, les paliers, le nombre de personnes atteintes et puis toutes ces affections. Et les personnes disaient oui, mais... ils étaient proches, le masque était rapidement mis sous le menton ou autre, et on disait ouais, mais de toute façon... vous êtes jeune, vous n'avez pas eu le Covid, parce que je leur faisais remarquer qu'ils étaient un peu près, parce qu'il y avait vraiment de la proximité physique. Et quand j'annonçais que j'avais eu le Covid, la distanciation se faisait naturellement, ils reculaient de 3 pas. Et il est vrai que non, c'est vraiment flagrant, et c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que la conscience n'est pas là, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas côtoyé des personnes qui l'ont eu ou qui ont été durement atteints, et ça malheureusement, on en est là, mais on a envie de dire, n'attendez pas de connaître quelqu'un qui l'a eu, c'est vraiment quelque chose qui est fort, qui est dangereux, et donc soyons vigilants. Fabien, vous l'avez bien dit, prenons soin de nous et prenons soin des autres. Et alors, ce que je voulais dire pour compléter et terminer, c'est que quand on parle de lutte contre la pollution atmosphérique et quand on définit des valeurs guides, c'est pour protéger la fraction la plus vulnérable de la population. C'est pour justement protéger les personnes qui ont des problèmes respiratoires, cardiovasculaires, etc. C'est la même chose pour le Covid. Nous protégeons les personnes âgées et les personnes les plus fragiles qui ont des comorbidités, des maladies chroniques. Et donc ça veut dire que c'est pareil, quand on lutte contre la pollution,
On veut protéger les personnes les plus fragiles, et notamment les jeunes enfants. Et quand on lutte contre le Covid, on veut protéger aussi les personnes les plus fragiles. Alors cette protection justement de tout le monde, merci Fabien de cet éclairage, mais surtout de ce bon sens, hein, ce n'est que cela. On va faire une petite pause dans Élémentaire, mon cher Nico, bien entendu, et on reviendra parce que là on va parler du bâtiment sain, en quoi il va être bienveillant pour nous, et également la profession, comment elle œuvre et comment elle a œuvré, elle va continuer d'œuvrer pour cela. À dans quelques instants. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Magic System, Red One, Shaoki. Ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tous ensemble on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. C'est pas seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Et bien de retour sur Élémentaire, mon cher Nico, pour cette émission annuelle maintenant. C'est la deuxième année que nous y participons et que nous apportons notre pierre aussi à cette prise de conscience de la qualité de l'air, qu'elle soit dans nos lieux de vie, qu'elle soit tout autour de nous tous les jours. Hein, je le rappelle, on respire en gros 15 000 litres d'air par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, c'est 750 bouteilles de plongée. Oui. Hein, mais nous avons des alvéoles pulmonaires qui font une surface de 75 mètres carrés. C'est ça. Pour échanger. Donc c'est aussi cette surface-là qu'il faut mettre en rapport perspective avec le volume. Ouais. Donc 75 mètres carrés, ça fait déjà un bel appartement. On parlait avant la pause du Covid et Merci beaucoup Jean-Luc. Super. Je te reviendrai, je pense. Donc, cette considération des 75 mètres carrés, il y a eu des logements, quelques constats également. Hein, on voit beaucoup émerger de dire maintenant, mon logement, je veux un petit bout de jardin, je veux une maison, ou alors je veux un appartement. Et des appartements, curieusement, on ne demande plus les appartements du haut, on demande les appartements du bas avec le rez-de-jardin, pour pouvoir sortir au cas où. Est-ce que ça va être un phénomène qui va durer ? Est-ce que si ça s'apaise, on va dire ça comme ça, est-ce qu'on reviendra après vers de la redensité
densification. En tous les cas, on le sait, ça a été une épreuve très difficile pour bon nombre d'habitants, pas qu'en France, mondial, parce qu'être confiné et se retrouver dans des appartements de taille modeste ou des logements modestes à plusieurs personnes, avec ce risque en tête de se dire est-ce que moi aussi je vais tomber malade, parce que c'est et aussi celui qui pouvait l'être, dire est-ce que je vais pas rendre malade les autres et finalement avoir une atteinte mortelle à leur intégrité. Et ça, je vous dis, moi ça m'a traversé l'esprit très très souvent. Donc du coup, pour ce bâtiment en santé, eh bien, on va voir ça là avec Claire-Sophie. Qu'est-ce que ce bâtiment pour nous peut-il bien faire et comment vous œuvrez justement dans votre action journalière, hebdomadaire et depuis de longues années pour bien faire ou le mesurer, et puis quels sont peut-être quelques exemples de points précis du simple à faire, du bon sens, mais qui va nous amener à améliorer grandement la vie. Juste, je finis, c'est vrai que je parle beaucoup. On parlait du confinement. Heureusement que le soir, tout le monde ouvrait ses fenêtres, applaudissait et chantait parce que ça faisait rentrer de l'air. Sinon, ça aurait été pire, peut-être. C'est un petit trait d'humour, mais cette aération est nécessaire. Ça a été le paradoxe de ce. On a confiné les gens alors qu'habituellement, on ne recherche pas le confinement dans les logements. Et j'ai trouvé, suite à ce que Fabien disait, la recherche du sentiment de sécurité, elle est très présente actuellement puisque les gens veulent se protéger du virus. Et étrangement, l'évolution des pratiques, et notamment en termes de nettoyage, fait qu'on n'a pas pris conscience non plus du risque sanitaire qui était lié au bâti qui nous accueillait. Et puis l'autre, si on élargit un peu l'approche, en prenant vraiment tous les paramètres de la santé, on s'est beaucoup concentré sur le risque sanitaire lié au virus, aux polluants de l'air. Néanmoins, on n'a pas encore non plus le résultat du risque psychique, puisque là, on le voit aussi avec les questions de bien-être au bureau. Il y a la question du télétravail. Comme disait Fabien, on se parle à distance. Il y a une question de l'open space qui se pose aussi. Tout à fait. De remise en cause. Dans le côté social, on est des hommes, on aime vivre ensemble. Et c'est vrai qu'on met beaucoup de distance. Et cette distance, elle est aussi difficile à vivre pour les relations professionnelles et personnelles. Et on n'a pas encore l'impact de tout ça, d'un point de vue psychique. Et sur nos aînés, c'est encore pire. Et sur nos aînés, c'est encore pire, effectivement. Et donc, pour en revenir à notre activité, Medieco, donc on est un bureau d'études du bâtiment, bureau d'études et de conseil. Et en fait, notre rôle, c'est qu'on travaille aux côtés des professionnels du bâtiment pour les accompagner, finalement, à mettre en place les bonnes pratiques pour garantir la santé et le bien-être des futurs occupants dans un bâtiment. On travaille sur toute typologie de bâtiment, avec surtout auprès de la maîtrise d'ouvrage, qu'elle soit privée ou publique. Et l'idée, c'est de se dire comment prendre en compte tous les paramètres de la santé pour faire en sorte que les gens qui vont arriver et qui vont vivre dans ces bâtiments se sentent bien. Donc se sentent bien, déjà que le bâtiment ne les rende pas malades, se sentent bien dans les espaces, par la volumétrie, par les couleurs, mais se sentent bien aussi avec les autres. Alors la luminosité, ça va avoir un impact sanitaire aussi. On ne prend pas en considération souvent, mais la lumière, elle agit sur notre rythme biologique. Et souvent, on voit la lumière comme juste une quantité qui nous permet de bien nous éclairer, quantité de luxe. Et la lumière, ça va beaucoup plus loin que ça, comme l'environnement acoustique, comme les champs électromagnétiques. Et donc voilà, on va prendre en compte toutes ces thématiques, et bien sûr la qualité de l'air intérieur, qui aujourd'hui est un sujet majeur qui a été remis effectivement sur le devant de la scène par le contexte sanitaire qu'on traverse. Mais néanmoins, je pense que cette thématique était aussi... était apparue un peu plus avant l'arrivée de la Covid, parce qu'on le voit dans les cahiers des charges, que ce soit sur les bâtiments, sur les projets d'aménagement, que les municipalités, les collectivités ont vraiment cette envie d'apporter plus de confort, plus de bien-être, plus de santé, et la qualité de l'air intérieur ressort comme un des sujets phares. Dans cette qualité de l'air, notamment, toujours cet épisode Covid, mais on a les collectivités qui ont été mises quand même à contribution fortement. Il a fallu qu'elles s'organisent, que ce soit pour les marchés, que ce soit pour les écoles, que ce soit... Donc là, il y a quand même aussi une habitude, presque une habitude. On n'est pas encore tout à fait, je dirais, rodé sur ces systèmes, mais il y a cette conscience de se dire, maintenant, quand on fait quelque chose, on y pense quelque part. Donc on agit aussi en conséquence pour aller vers du mieux. Ça va être notamment dans les salles de classe, on a commencé à écarter un petit peu. Moi, je trouvais très sympathique de voir que on enlevait dans des crèches, on enlevait aussi des masses de jouets.
c'est bien pour les enfants, mais en vrai, il y a une somme de plastique un peu importante, et donc on commence à avoir des choses. En fait, la difficulté de toute la situation, et je pense que tout le monde la rencontre dans son activité, c'est où est-ce qu'on met le curseur. C'est ça. On reste quand même, on est des hommes, on a des besoins sociaux, on a des besoins physiques. Il faut que le bâtiment puisse répondre à ces besoins, mais tout en garantissant effectivement la sécurité des gens dans le bâtiment. Et comme disait Fabien, effectivement, les gens ont voulu se protéger, et les produits d'entretien, et notamment les produits désinfectants, ont été très utilisés. J'étais au supermarché et je voyais une dame, elle avait 6 produits identiques pour désinfecter. Ça aurait été intéressant de savoir en combien de temps elle les a écoulés aussi. Alors c'est vrai que je ne me suis pas posé la question, j'ai juste été impressionnée par la quantité, mais ça change les pratiques, donc on a l'impression de se protéger, mais derrière on s'expose à un autre risque sanitaire qui va avoir des impacts long terme, et c'est là que le curseur il est important. Oui, il faut se protéger à court terme, et surtout protéger les populations plus fragiles, mais tout en pensant quand même que les générations de demain, ce sont les enfants, et que peut-être certaines pratiques, fausses bonnes pratiques, sont à éviter. Donc ce bâtiment, est-ce que vous... par la surveillance de ces bâtiments, vous avez, depuis cette période, vous avez été amené à faire des mesures, et est-ce que ça a révélé, on parlait de la diminution de la pollution à l'extérieur, par notre activité qui s'est ralentie, est-ce que ça s'est retrouvé aussi? On dit que l'air extérieur influe l'air intérieur sur une volumétrie de 50%, mais que l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Et est-ce que là, des mesures ont été faites, et ça a permis de montrer qu'on avait des diminutions sur certains niveaux, certains polluants à l'intérieur? C'est que, comme tout le monde, notre activité a été confinée pendant le confinement. Complètement aussi. Alors, mais, par contre, on va quand même, tout à l'heure, on parlait de rénovation énergétique. C'est aussi un de nos sujets de préoccupation. Et on est, sans parler de la période sanitaire, mais on travaille aussi sur l'impact sanitaire des rénovations énergétiques, avec notamment des gros projets comme Profil qui prône justement le sujet de la rénovation énergétique. L'idée, c'est de mesurer avant une rénovation et après pour connaître l'impact sanitaire d'une rénovation. Et là, déjà, j'étais contente d'apprendre tout à l'heure que dans MaPrimeRénov', la ventilation serait prise en compte, parce que dans ces rénovations, bureaux, écoles et logements, on s'aperçoit déjà que 3/4 de nos bâtiments, après rénovation, n'ont pas de système de ventilation. Et je pense que quand on parle de renouveler l'air, l'ouverture des fenêtres, elle est indispensable, période de pandémie ou pas période de pandémie. Mais par contre, le renouvellement d'air continu, lui, il est essentiel. Et aujourd'hui, ce n'est pas fait. Donc, tout ce qui va vers cette avancée est une bonne chose. On le rappelle pour la ventilation, les règles, c'est pas moi qui les invente, c'est dans le DTU, c'est permanent. Donc 24 heures sur 24, c'est dans des débits réglementaires, et c'est un balayage général de l'air dans le logement ou dans l'habitat qui nous permet d'avoir tous ces renouvellements et d'avoir aussi un air, je dirais, évidemment plus sain. Et qui n'est pas contradictoire avec l'ouverture des fenêtres. Bien sûr. C'est plus là pour éliminer les pics de pollution et surtout aller à l'encontre, même les systèmes les plus performants en ventilation n'empêchent pas d'ouvrir les fenêtres au quotidien. Bien entendu. Donc du coup, sur ces systèmes de ventilation, la transition est toute trouvée par rapport à Pascal. Donc pour l'UMGCP, en ce qui concerne l'Union des métiers du génie climatique, justement comprenant également la ventilation, cette période a été particulière. C'est prise en compte, il y avait déjà des travaux qui étaient initiés sur cette ventilation, sur ces métiers autour de la ventilation, et sur également des développements de produits. On est en train de voir émerger aussi pas mal de nouveaux éléments. Dites-nous un peu plus, Pascal. Oui, alors pour rebondir déjà sur tout ce qui a été dit, sans être redondant, déjà il faut savoir qu'effectivement à l'UMCP, on s'était emparé de ce sujet important qui est la bonne ventilation des locaux et la qualité de l'air intérieur. Dès février 2019, il y a un groupe de travail qui a été mis en place à mon initiative au sein de la FFB sur ce sujet, pour lequel on avait mis plusieurs axes, et surtout c'était important, on en avait parlé à ce même endroit il y a un peu plus d'1 an, de se dire qu'il fallait pas seulement raisonner au renouvellement d'air des bâtiments liés aux économies d'énergie, et voilà, qu'on soit uniquement sur ce lien-là, mais il était important qu'on tienne compte de la qualité d'air intérieur pour les usagers des bâtiments, que c'était un problème de santé publique. On avait un constat, malheureusement, de plus de 50% des réalisations où il y avait des problématiques de fonctionnement ou de réalisation, voire de maintenance. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Donc, il fallait réagir. Donc, on a mis en place un certain nombre d'actions qui avaient été annoncées l'année dernière, sur lesquelles on a été proactif malgré la
période de confinement, à savoir, on a un label en fait qui a été fait avec Quali-TENR où on a créé Qualiventil RGE. Qui va être là effectif pour d'ici cette fin d'année. Donc ça a été un travail important qui a été fait avec les organisations professionnelles, puisque ça concerne tous les acteurs qui mettent en œuvre de la ventilation dans les bâtiments. Donc ça permet qu'ils aient cette qualification reconnue. On a mis en place de la formation, donc ça a été très vite également. Formation pour les jeunes, c'est-à-dire dans les CFA, on parle beaucoup de l'alternance des apprentis actuellement, eh bien, on a mis en place des programmes de formation pour qu'ils soient sensibilisés à la qualité d'air, qu'ils puissent être formés à une mise en œuvre de qualité des réseaux de ventilation et des installations de systèmes de ventilation et de climatisation. Et nous avons ensuite mis en place également des formations dans le cadre de la formation continue pour des salariés qui sont déjà dans les entreprises, avec aussi de la formation technique, mais aussi des programmes de formation autour de une meilleure connaissance de qu'est-ce que c'est que la qualité d'air intérieur. Voilà. Donc d'où vient-elle ? Qu'est-ce qui influe dessus ? Quels sont les bons matériaux, les bons principes, les bons procédés, les bons systèmes ? Voilà, tout à fait. Il y a un vrai travail énorme. Ça a été fait. Et dernier point, donc nous sommes en train de finaliser, ça a pris un petit peu de retard là pour le coup avec le confinement, mais nous allons avoir une association autour de la qualité d'air qui va regrouper l'ensemble de la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour vous citer des exemples concrets, vous avez Habitat Plus qui gère toute la partie de la filière gaz. Vous avez l'AFPAC qui gère toute la filière autour des pompes à chaleur. Et il fallait qu'on ait une filière qui soit également dans le même principe autour de la qualité d'air. Je rappelle sur le Habitat Plus lié au gaz, moins de 2% d'anomalies sur les chantiers au niveau national. Donc moi, juste cet exemple-là qui a été fait de travaux depuis 30 ans en ce domaine. Et il faut qu'on soit aussi carré et qu'on encadre également les travaux qui vont être faits autour de la ventilation. Pour éviter également qu'on ait de l'éco-délinquance qui s'organise autour de ces travaux de ventilation, parce que ça serait une catastrophe. On a vu malheureusement ce qui se passe autour de l'isolation. J'étais encore la semaine dernière en Seine-et-Marne avec le ministre Emmanuel Vargon et Alain Griset accompagnés pour montrer un chantier qui était plutôt dans l'exemplarité avec des matériaux biosourcés et ensuite aussi montrer un centre de formation où justement on forme des jeunes sur les bonnes pratiques pour avoir des travaux de qualité. Exemplarité, ça c'est vraiment le maître mot, on le retrouve. On a retrouvé cette exemplarité dans ce que nous expliquait Jean-Luc tout à l'heure avec, je dirais, l'ensemble des parlementaires qui commencent à prendre ça à bras le corps pour avancer. On retrouve l'exemplarité dans la pratique, ce que nous disait Fabien en ce qui concerne aussi chez Soif. Prenons soin de nous et n'utilisons pas tout et n'importe quoi comme produit et surtout dans les mauvais dosages. C'est souvent ça la problématique. L'exemplarité dans un bâtiment, dans sa surveillance, dans son anticipation de ce bâtiment, parce que c'est vrai que si on va penser nouvellement la ville, on va aussi avoir de nouveaux procédés constructifs, inclusifs, qui vont nous amener aussi à devoir anticiper cela. Soyons exemplaires sur cette qualité de l'air. On voit un peu plus de véhicules électriques, le parc monte doucement. Les vélos, ils sont aussi avec leur part importante. Moi, j'avoue, je milite pour le vélo, mais le vélo, pas forcément électrique. Je suis un adepte de la force musculaire. Et puis, cette exemplarité par les métiers. Il faut savoir que toutes les personnes qu'on a aujourd'hui ici autour de la table sont là pour bien faire, et ils ont que ça en tête, ça je peux vous le dire, on se connaît maintenant depuis tous pas mal de temps, et c'est toujours ce qui vous anime, et c'est vraiment remarquable, et moi je tiens à vous remercier sur ce plan-là, et ça me tient à cœur. Un petit mot de la fin pour chacun, il nous reste exactement 4 minutes, allez, ça fait une petite minute chacun. Fabien ? Oui, par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure, moi je pense que cette crise sanitaire nous a révélé que dans notre pays, nous avons un gros effort à faire pour l'éducation du public à la santé. On s'aperçoit que finalement, notre population connaît mal finalement les problèmes de santé. On parlait tout à l'heure de la santé dans le bâtiment, mais la santé également publique, la santé par rapport aux risques infectieux, la prévention. Et je pense que ce qui nous manque énormément, et ce que cette crise nous a donc enseigné, c'est l'éducation à la santé du public pour pouvoir améliorer les règles de prévention. Et les mesures barrières que nous proposons et les mesures de prévention seront mieux comprises
si le public adhère et comprend ces mesures pour pouvoir bien les appliquer. Or, c'est ça que nous avons aujourd'hui comme difficulté. Claire-Sophie. Eh ben, je vais juste compléter ce que Fabien disait. Il y a effectivement un besoin de montée en compétence des professionnels qui a commencé, et ça c'est déjà bon signe si on fait le bilan depuis les dernières années. Mais effectivement, quand on parle de ventilation, il est essentiel que les gens comprennent pourquoi est-ce qu'on amène de l'air neuf dans le bâtiment. Et ça commence par ça. Et on se rend compte que le constat aujourd'hui, quand les entrées d'air sont bouchées, c'est que les gens n'ont pas compris l'intérêt du renouvellement d'air. Et donc, effectivement... Ils vont dire, j'ai froid, je bouche. Mais parce qu'on est sur des... C'est souvent ça. Alors, j'ai plutôt chaud. Je ne voulais pas forcément le dire parce que je ne veux jamais forcément rentrer dans le débat. Mais on s'est beaucoup focalisé sur la performance énergétique du bâtiment, sur les économies d'énergie. Il faut continuer parce qu'effectivement, c'est bien pour notre monde, pour le monde de demain. Mais néanmoins, on construit quand même des bâtiments avant tout pour protéger des occupants de l'environnement extérieur. Pour les accueillir. Et je pense que la santé et le bien-être dans le bâtiment doivent aussi revenir peut-être avant les préoccupations énergétiques qui ont déjà été poussées très loin. Un petit mot, dans le bâtiment, on passe par l'extérieur. Jean-Félix, oui, enfin, quel petit... On n'arrête pas l'air, c'est en comme... quelques secondes. C'est comme on n'arrête pas Jean-Félix. Oui, ça on ne nous arrête pas beaucoup quand on est parti sur les sujets. Et justement, l'air intérieur, c'est très important parce que sur l'air extérieur, comme je vous l'ai dit, on sait à peu près sur quoi il faut agir. Ça ne veut pas dire tout le monde y agisse, mais c'est en train de venir. Par contre, sur l'air intérieur, il y a d'énormes marges de progrès. De dire aux gens que, par exemple, faire brûler de l'encens ou des bougies désodorisantes, ça dégrade l'air plus qu'autre chose. Les gens ne le savent pas. Moi, je vois les publicités. Ou vaporiser des odeurs. Oui, on va les vaporisateurs et tout ça. On rajoute une autre. Et je pense qu'au niveau du législateur, il faut qu'il y ait une intégration des notions de qualité de l'air. Et les petits déjeuners de formation de députés, c'est très bien dans ce sens-là. Pour qu'il n'y ait pas d'action favorisée ou faite par le législateur dans les domaines de l'effet de serre, de la rénovation énergétique et autres, qui amènent à une dégradation de la qualité de l'air et donc des problèmes de santé. Il y a des législateurs qui, en toute bonne foi, se disent que c'est bien, ça fait marcher l'économie si on peut vendre des pulvérisateurs de qualité de l'air intérieur. C'est vrai que ce que dit Fabien Schinazi aussi, on a utilisé des produits qui sont quand même très irritants pour les voies respiratoires et donc quelque part qui peuvent favoriser et aggraver le virus. Dernier point, il y a un certain nombre d'études sous réserve de confirmation, notamment aux États-Unis, de Harvard et autres, qui montrent qu'il y a une corrélation entre les niveaux de pollution respirée et la gravité de la maladie du Covid-19. Donc ces deux sujets pourraient bien être quelque part liés. Quelque chose qu'on va suivre de près. Pascal, en vraiment quelques mots, et puis la clôture de l'émission sera pour Jean-Luc. Oui, juste une intervention sur la mobilité effectivement de nos entreprises du bâtiment. Aujourd'hui, on a besoin d'être aidé parce que les véhicules électriques utilitaires, ça ne marche pas. Envoyer nos ouvriers en vélo, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle le GNV et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer parce qu'il n'y a pas de constructeur automobile français qui développe cette solution. Tout a été mis sur l'élec. Pour moi, c'est une erreur. Il y a une forte attente des professionnels du bâtiment, mais pas que, tous ceux qui sont sur de la mobilité, pas que le dernier kilomètre, mais il faut absolument qu'on trouve des solutions. Les technologies existent, il faut juste qu'il y ait une volonté politique, effectivement, pour accompagner. Jean-Luc, donc le mot de la fin sur une volonté politique. J'entends bien, on pourra en reparler. J'étais rapporteur de la mobilité, j'ai défendu, je défends le gaz et notamment le biogaz. Et je pense avoir pris quelques précautions dans le cadre de la loi mobilité, ça aurait pu être bien pire. Mais on en reparlera en aparté. Simplement, je voulais dire que là, on sort d'une période de crise qui n'est peut-être pas terminée. On le sait, on parle de crise sanitaire, crise économique, etc. On est dans un moment un petit peu où il ne faut pas que ce soit l'épidémie qui rebondisse, mais que ce soit nous-mêmes que nous rebondissions. Donc, ce fameux, on parle du plan de relance. Moi, je parle toujours d'un plan de relance et de transition, parce qu'un plan de relance, comme je l'ai expliqué au ministre Bruno Le Maire, je pense que ça signifie qu'on peut avoir envie de revenir au même endroit. Pour moi, c'est un plan de relance et de transition parce qu'on va aussi se déplacer. Il est d'ailleurs tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Et dans ce plan de relance et de transition, il y a des financements pour la rénovation énergétique des bâtiments, mais on l'a dit, vous l'avez tous très bien expliqué, il va falloir aussi regarder les aspects sanitaires, ça me paraît extrêmement important, et je pense qu'il faut aller vers de la garantie de résultat. Il faut qu'on aille de la garantie de résultat aussi bien sur la partie rénovation que sur la partie qualité de l'air intérieur avec des indicateurs très clairs.
Je voudrais aussi rajouter que si j'ai bien suivi ce que m'a expliqué mon ami ministre de la Santé, Olivier Véran, après le Ségur de la Santé, il va y avoir probablement des travaux sur un Ségur de la santé environnementale. C'est un sujet qui est pris au sérieux. On va voir ceci si ça peut suivre. Nous, à l'Assemblée nationale, on vient de lancer une mission parlementaire, et d'ailleurs, j'ai des auditions cet après-midi sur justement santé-environnement, sur toutes ces questions de santé environnementale, pour regarder un petit peu tout ce qui pourrait être amélioré en termes de gouvernance. Donc, tout ça pour dire que il faut continuer, il faut que tous les citoyens sollicitent leurs élus, quels qu'ils soient, puisque c'est pas les citoyens qui doivent solliciter les élus, c'est les citoyens qui doivent solliciter les citoyens élus. C'est pas tout à fait la même chose. Et la problématique de l'air intérieur, pour en finir avec ceci, c'est vraiment quelque chose de majeur. Mais ce qui me gêne moi un petit peu, c'est que l'air intérieur, bien souvent, on connaît le responsable. L'air extérieur, on sait agir, on agit, etc. Mais finalement, les responsabilités sont parfois un petit peu diluées, etc. Sur l'air intérieur, paradoxalement, on pourrait aller plus vite et plus loin, alors qu'on ne le fait pas. Parce que pourtant, on connaît un petit peu les responsables. Par exemple, une école, ça va être le maire, etc. etc. Et donc ça, à mon avis, on doit pouvoir travailler beaucoup plus là-dessus. Il n'y a pas que le législateur, il y a aussi la volonté politique que tous et la volonté de tout à chacun. Et qui n'appartient à personne. Évidemment. Alors, santé, environnement, qualité d'air, bien entendu. On a noté que l'on doit être exemplaire et que ça tient à chacun d'entre nous. On ne se défile pas, c'est pas les autres, c'est tout le monde et c'est chacun. Merci encore à vous pour cette émission spéciale sur la Journée nationale de la qualité de l'air. Moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et puis, on aura pas mal d'avancées. S'il le faut. Mais avant, on se retrouvera, ça c'est clair. Élémentaire, mon cher Nico, bien entendu, ça perdure, on est là. Il faut continuer à s'informer parce que c'est quand on est bien informé qu'on agit bien. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Merci Nicolas. Au revoir. Merci. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. Élémentaire, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.